On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on fait découvrir une usine qui est dans le parc industriel à Iberville, Cabot Corporation. On est dans l'alliage de plastique et de noir de carbone, une belle expansion en ce moment. Mais d'abord, on vous parle de tourisme. À quoi va ressembler le tourisme cet été dans le Haut-Richelieu? Les réponses à l'instant. Vous le savez, évidemment, avec la pandémie, depuis plus d'un an, ça a eu toutes sortes d'impacts, entre autres sur le tourisme. Même l'été dernier, on a quand même eu une saison touristique évidemment différente de celle qu'on a connue ces dernières années. Et l'été qui vient aussi, probablement, va amener son lot de défis et d'adaptations. Bref, question de faire un peu le bilan et de voir aussi ce qui s'en vient. Deux invités pour en parler. D'abord, Isabelle Charlebois, qui est la directrice générale de Tourisme au Richelieu. Bonjour. Bonjour, Eric. Accompagnée de Laurence Ouellette, qui est agente de développement touristique chez Tourisme au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Merci, Eric. Bonjour. Bon, tout d'abord, peut-être comme première question, Isabelle, tu pourrais peut-être nous éclairer. Mais bref, à quoi, disons, a ressemblé la dernière année qu'on a eue, disons, dans le Haut-Richelieu? Disons, c'était assez particulier là, comme situation. Bref, à quoi ça ressemblait, Isabelle? Effectivement, on a vu que les visiteurs étaient vraiment à la recherche de nature. Donc, c'est vraiment ce qui a démarqué là, la saison, surtout estivale. On en avait parlé suite à l'été. On est en dents de scie, hein, on a vraiment un bilan en dents de scie cette année. Il y a des entreprises, malheureusement, qui ont vraiment souffert et qui peinent encore à se relever de la pandémie, alors qu'il y en a d'autres qui ont eu des records, surtout en agrotourisme, plein air, nautisme. Donc, c'est une année difficile à analyser au niveau d'un bilan là, annuel. Puis là, quand on sait ce qui s'en vient, ou en fait, on devra s'adapter parce que les choses peuvent encore changer, comment on se prépare à la prochaine saison touristique? On a travaillé beaucoup en 2020 sur justement le développement c'est pour cette raison que Laurence est avec nous aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé énormément, le plus que jamais, sur des projets de développement pour préparer la relance, l'avenir de la région en tourisme. Donc, on pourrait en parler un peu plus en détail. Sinon, mais on a remarqué aussi que les citoyens et les Montérégiens ont visité davantage notre région plus que les autres années. Donc, on crée une belle relation avec les gens locaux. Là, naturellement, on a moins de gens qui viennent des États-Unis, qui viennent des grandes régions du Québec. Donc, je vous dirais qu'on a eu des belles augmentations de gens qui nous suivent sur le site web, les réseaux sociaux. Donc, ça promet là, pour l'avenir quand même. Bon, puis Laurence, dans le fond, quelles ont été les stratégies qu'on a implantées ou même celles qu'on veut continuer? Oui, en fait, la fierté citoyenne a été un concept très important là, pour l'été dernier puis l'été qui s'en vient. Comme Isabelle le mentionne, toutes nos démarches, tant promotionnelles, marketing que de développement, s'adressaient plutôt aux citoyens. Donc, d'aller chercher un peu nos citoyens pour qu'ils deviennent des ambassadeurs, créer vraiment une fierté, puis qui encouragent tous les attraits du territoire, qui apprennent à mieux connaître les secrets des municipalités alentours, etc. Donc, le développement de produits était moins d'envergure, mais plus d'essayer d'unir les 14 municipalités du Haut-Richelieu autour de projets qui s'adressaient particulièrement là, aux citoyens ou aux Montérégiens. Bon, en même temps, Isabelle, malgré les difficultés, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme d'opportunité? Parce que je me mets dans la peau des gens qui sont habitués de quitter le territoire pour leurs vacances et puis qui là ont peut-être été contraints finalement de rester, oui. Mais il y a des opportunités aussi de faire découvrir des trucs. Faut bien, des fois, les affaires sont dans notre cours, puis on ne le sait même pas. On a beaucoup misé sur les micro-aventures. Là. Vous avez sûrement vu ça passer. On a créé avec l'équipe de Tourisme au Richelieu des petites aventures à proximité, pas trop coûteuses, pour permettre aux citoyens, aux Montérégiens de redécouvrir notre région. Et puis ça a bien fonctionné. Je dirais, c'est un élément qu'on va ramener l'année prochaine en force là, aussi. Il y a eu des initiatives qui ont été faites, beaucoup de concertation aussi. Là. Ça, je pense que ça va nous aider pour l'avenir. C'est une opportunité. On a travaillé beaucoup avec les entreprises, avec les municipalités. Laurence a développé des beaux cadres de selfie dans chaque municipalité pour justement que les citoyens soient fiers de la région, se prennent en photo, partagent sur les médias. Donc, on a travaillé beaucoup dans ce sens-là. Là, cette année. Ça ressemblait à quoi, ça, Laurence, des selfies de fierté dans les villes et villages?
Oui, dans le fond, les 14 municipalités se sont engagées là, assez facilement et rapidement là, à l'installation de grands cadres photos d'environ 6 pieds par 4 pieds. Là, donc, c'est plus ou moins selfie, plus que vraiment prendre des photos en famille ou entre bulles, évidemment, pour mettre en valeur les paysages. Puis les cadres ont été installés au courant de l'été. Puis rappelons-nous qu'on avait été confinés là, depuis déjà 3 ou 4 mois. Donc, le slogan était plus beau que jamais. Dans le sens où on n'était pas encore habitué à être confiné, on n'était pas encore nécessairement résilient. Donc, quand l'été est arrivé, les gens ont pu avoir accès comme ça là, aux cadres photo, profiter, puis se rendre compte que oui, notre région était vraiment plus belle que jamais, puis on pouvait enfin en profiter. Mais il y a quand même, Isabelle, une hausse d'achalandage l'an passé, quand même, dans certains vecteurs du tourisme. Là. Tu sais, je regarde quand même les chiffres de votre bilan au niveau du cyclotourisme, 15 les activités nautiques, les marinas, 20 je ne sais pas, moi, les sentiers de randonnée, on en parlait tantôt, 40 les golfs, 20 Fait qu'il y a quand même des secteurs d'activité où on a eu une hausse de l'achalandage. Tu les as nommés, Éric, c'est vraiment, comme je disais, les gens étaient à la recherche de la nature, beaucoup dans l'achat local. On a des producteurs agro-touristiques, outre les érablières, bien sûr, là, mais il y a beaucoup de producteurs, fromageries, charcuteries, qui ont vraiment connu des hausses, alors qu'on sait que 2019 était déjà un plafond jamais vu. Là, donc, c'est quand même impressionnant de constater que les gens étaient quand même au rendez-vous. Il y avait quand même une diminution totale d'achalandage de 30 dans la région, mais les gens ont plus consommé. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que un peu comme le phénomène de la balance commerciale, c'est-à-dire que même si localement les gens sont restés plus, ça vient malheureusement pas compenser ce qu'on aurait eu de la part du tourisme américain ou étranger ou autre. Là. Dans le fond, c'est pas suffisant pour avoir un effet nul. On a eu beaucoup moins de Montréalais, on n'a pas eu d'Américains, beaucoup moins d'Ontariens. Donc, c'est sûr que on pense à un chiffre le plus près qu'on peut se penser, c'est environ 30 de diminution selon le sondage qu'on a fait auprès de nos entreprises, ce qui n'est pas si mal comparativement aux grandes villes. Hein. On se rappelle, on a juste pensé à Montréal. On parle quand même d'une campagne promotionnelle de l'ordre d'environ 90 000 bon, puis même en prévision de l'année qui vient, est-ce qu'on a toujours aussi un investissement, disons, similaire? L'année prochaine, on a un budget de relance, donc on va être plutôt autour de 120 000 de promotion. Donc, la MRC a accepté là, de nous appuyer dans cette démarche-là. On s'est questionné beaucoup au début à savoir si les entreprises étaient fermées, on ferait moins de promotions. Mais finalement, 85 des entreprises étaient ouvertes. Donc, il fallait quand même informer les visiteurs qu'elles étaient ouvertes. Il y a eu beaucoup de revirements aussi, là, beaucoup de projets, une nouvelle carte interactive. Donc, ce qui fait qu'on a quand même eu un beau plan marketing. Là, cette année. Laurence, à quoi ressemblent les stratégies, surtout au niveau du volet numérique? Oui, on le sait depuis déjà plusieurs années, une tendance qui est importante, mais encore plus avec les nouvelles annonces là, du gouvernement puis de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec que la digitalisation, les technologies, l'innovation, le numérique sont des priorités maintenant. Donc, c'est sûr que ça permet non seulement un côté de sécurité sanitaire important, mais également de l'accessibilité. L'accessibilité aux expositions virtuelles, par exemple, l'accessibilité aux entreprises. Beaucoup d'entreprises ont dû se réinventer. Donc, c'est sûr que nous, entre autres avec les subventions disponibles, etc., on les encourage tout le temps à se développer d'un côté plus technologique. Par exemple, on a la nouvelle billetterie en ligne que Tourisme au Chelu s'est muni là, dès l'année dernière. C'était pas mal les début. Pour cet été, on devrait avoir près d'une vingtaine d'entreprises qui vont continuer évidemment à grandir le nombre là, au courant des prochaines années. Mais cette billetterie-là donne accès non seulement aux entreprises qui ne sont peut-être pas nécessairement accessibles ou qui ne sont pas nécessairement développées technologiquement, mais ça va permettre également de créer des forfaits puis de développer là, des nouvelles alternatives marketing promotionnelles puis inspirer les gens. Isabelle, il y a quelques jours, on recevait vos collègues de Tourisme Montérégie, Mario Leblanc, qui disait, le message qu'on essaie d'envoyer aux intervenants touristiques, c'est de leur dire, écoutez, avant de prendre des décisions hâtives sur ce que vous allez faire ou ne pas faire dans l'été qui vient,
attendez, les choses peuvent changer, parfois même les subventions peuvent changer. Quel est le mot d'ordre que vous envoyez de votre côté aux intervenants touristiques là, qui seraient peut-être tentés des fois de dire, bon, ben, finalement, ça va être trop compliqué, on est aussi bien de fermer pour l'été qui vient plutôt que d'attendre trop longtemps. Qu'est-ce que vous leur dites? Auprès de l'industrie, c'est sûr qu'on leur dit d'être patient parce que les règles peuvent changer effectivement assez rapidement. On pense au restaurant, il y en a déjà qui se préparent à la réouverture, puis on croit, on ose croire qu'on va avoir un été comme l'année passée, sinon mieux, on espère. Pour ce qui est de la clientèle, moi j'ai envie de dire aux Montérégiens qu'il faut se tenir dans une pandémie comme ça, puis consommer localement. Ouais. C'est toute la différence dans notre industrie. Bon, vous avez tenu votre assemblée générale annuelle, donc le maire de Venise en Québec est toujours le président de Tourisme au Richelieu. Quels sont les autres faits saillants de cette assemblée générale annuelle? Bien, en fait, on avait 5 postes en élection. On a réélu 3. Le conseil de l'AGA a réélu 3 de nos membres, plus 2 nouveaux membres. Donc, on a Christine Frigon de la Cage de Lac-Champlain qui va représenter les villégiatures et Samuel Comtois du Vignoble 1292 qui s'ajoute avec nous pour représenter l'agro-tourisme. Donc, on est 12 gens passionnés là, avec nous pour réorienter l'avenir des prochaines années. Donc, il faut penser à la relance, il faut penser à l'été qui vient parce que les gens auront besoin de vacances. Encore une fois, probablement que les gens n'iront pas très, très loin cette année. Donc, il faut, comme on dit, se serrer les coudes et puis tenter de profiter, puis de s'informer aussi. Tu sais, malgré tous les outils qu'on peut mettre en place, il faut que les gens aient aussi eux-mêmes le réflexe de s'informer sur ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire et comment on peut profiter de notre région. Ça fait qu'il va y avoir des belles nouveautés cette année. Donc, oui, tout à fait. De redécouvrir la région autrement. Bien, à vous deux, merci infiniment, puis bonne saison. Merci, Éric. Restez avec nous, puisque dans quelques instants, on vous parle d'une usine qui est située dans le parc industriel à Iberville, qui actuellement vit une croissance très, très, très importante. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de balles. Absolument, avec le lanceur étoile des Pirates Maçonnerie Pro Conseil, puis il redonne aux jeunes en plus, François Lafrenière qui est avec nous. Ce sera un coup sûr. As-tu mon jeu de mots? J'aime ça. Manquez pas ça. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons d'une usine qui est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, dans le parc industriel à Iberville, qui a déjà porté d'autres noms d'ailleurs, qui actuellement vit une croissance quand même assez importante. C'est quand même une grosse multinationale qui est présente chez nous. Il s'agit de Cabot Corporation. Avec nous pour en parler, son directeur d'usine, Vincent Goulet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon. Cabot, en fait, c'est le long de l'autoroute 35, dans le parc industriel à Iberville. On le voit très bien quand on est sur l'autoroute. Autrefois, ça portait le nom d'Hercule, mais ça a porté le nom également de d'autres compagnies. Bref, TechBlend. TechBlend, mais ouais. Cabot, dans le fond, c'est quoi comme entreprise? Fait que Cabot, c'est une multinationale. C'est vraiment une grosse compagnie. Fait qu'ils ont des usines à différentes places dans le monde. Dubaï, Belgique, France, États-Unis. Fait que différentes usines qui produisent différents produits. Bon. Et là, vous produisez un alliage formé de plastique recyclé et de noir de carbone. Au final, vous faites quoi?
Fait que nous autres, on est vraiment dans la chaîne d'approvisionnement là, du plastique. Fait qu'on est un intermédiaire. Fait que ce qu'on fait à l'usine, c'est qu'on reçoit du noir de carbone, que ce soit en wagon ou en camion. Puis on mélange ça avec du plastique recyclé. Fait qu'il y a différents types de noir de carbone, différents types de produits de plastique recyclé. Fait que nous autres, on fait des mélanges, puis on produit des granules noirs. C'est tout le temps noir. Les granules, là, c'est des petites granules. Fait qu'on mélange, on a un mélangeur qui mélange tous les produits. Puis c'est extrudé dans une extrudeuse. Puis au bout de ça, ben c'est tout coupé en petits morceaux qui fait des granules de plastique noir. Et ça sert à quoi après? En fait, nous autres, quand je disais qu'on est un intermédiaire, ben on fournit ceux qui font des pièces de plastique. OK? Donc, ça peut être des intérieurs d'automobiles, tout le temps noir. Hein? Fait que dans les autos, ben on a ça, là, sur les portes, le pare-brise, pas le pare-brise, mais moi, j'appelle ça le dash. Le dash, oui, c'est ça. Le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est bien ça. Ça peut être aussi dans la terre, là, on a des drains agricoles noirs. Ça peut être des bidons pour de l'huile. Ça peut être toutes sortes de produits, mais tout le temps noirs. Bon, parce que là, vous avez dit, vous travaillez à partir de noir de carbone. Exactement. Bon, moi, je connais pas ça, là, mais du carbone, ça peut être autre chose que noir? Ou c'est parce que vous autres, vous êtes spécialisés dans le noir? Expliquez-nous un peu. En fait, l'usine, elle ne produit que des granules de plastique noir. OK. Mais est-ce qu'il y a des usines dans le monde qui font d'autres couleurs? Oui, effectivement. Il y a des usines qui peuvent faire différentes couleurs. Ça peut être gris, vraiment n'importe quelle couleur. Mais vous autres, chez vous, c'est noir? C'est spécialisé sur le noir. Et le fait de mélanger du plastique recyclé avec du carbone, ultimement, ça fait quoi? Ça fait un meilleur plastique? En fait, le noir, il est dispersé dans le plastique. Fait que l'équipement qu'on a, on appelle ça un mélangeur. Il y a un gros moteur qui fait tourner 2 vis sans fin. Fait que le noir, il rentre dans le plastique. Il est vraiment... il fait partie du plastique. Donc, une fois que c'est fait, ben le plastique n'est pas salissant. Il est vraiment dispersé dans le produit. Et le carbone, il vient d'où? On a des usines. On a une à Sarnia, en Ontario, puis il y en a plusieurs aussi dans le sud des États-Unis. Ah, ouais. Et là, ça arrive chez vous, le plastique recyclé, puis vous, dans le fond, vous faites l'alliage. Exactement. Et après ça, ça part chez vos clients, là. Oui, c'est ça. Et les autres usines de Cabot Corporation dans le monde, ils font-ils la même chose ou des trucs complémentaires à ce que vous faites? Bien, il y a des usines qui font le noir de carbone, qui le génèrent. Il y a d'autres usines qui font d'autres types de plastique. Fait qu'on a une usine à Dubaï, on a une... en fait, il y en a 2 en Belgique qui fait un peu le même produit que nous, mais pour différentes applications. Ici, l'usine à Iberville, est-ce qu'elle s'est beaucoup transformée au fil du temps? On faisait tantôt un historique de tout ça, parce que ça porte le nom de Cabot depuis combien de temps à Iberville? En fait, Cabot a acheté l'usine à la fin 2017. OK. Fait qu'ils ont acheté de TechBlend. Fait que nous autres, on a continué vraiment ce que TechBlend faisait. Déjà. Oui, c'est ça. Sauf qu'on a fait plusieurs améliorations. En fait, on a fait de la recherche et développement pour développer des nouveaux types de produits noirs. Fait que puis ça continue. Fait que là, on investit à chaque année aussi. On a modernisé nos machines. Notre machinerie, on la modernise. Là, on a développé en fait, dans le passé, on faisait simplement des produits de commodité. Fait qu'on a développé vraiment pour faire des produits de semi-spécialité et de spécialité. Fait que c'est des produits plus fins qui nécessitent un meilleur contrôle. Fait qu'on a investi vraiment dans nos machines pour moderniser la ligne de production. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous vivez une croissance et que donc vous êtes en expansion, si on veut? OK. En fait, on a eu, au début de l'année dernière, vraiment un léger ralentissement avec la COVID. Fait que ça, mais on a continué à opérer. Puis, c'est ça, là, on a vu là, depuis 5-6 mois, et c'est parti en flèche, là, l'économie est vraiment repris. Donc, on a augmenté la production. On opérait à 5 jours semaine, mais là, on ouvre un 4e chiffre pour aller vraiment 7 jours semaine. Fait que ça va être une opération continue.
pour vraiment augmenter la production. Fait que ça va avoir comme effet d'augmenter d'environ 40 notre production. Donc, c'est parce qu'il y a de la demande. Effectivement, la demande est très, très forte. Et la demande, cette augmentation de la demande, elle s'explique comment? Qu'est-ce qui fait que vos clients en ont besoin de plus? C'est vraiment le marché qui est comme ça. Là. Des fois, on ne se rend pas compte que ça peut reprendre autant, mais nous autres, on voit ça à travers nos commandes qu'on a de nos clients. C'est vraiment une très grande progression là, des commandes. Et par curiosité, est-ce qu'il y a de la compétition là-dedans? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs mondialement là-dedans, ou ici même au Québec ou au Canada? Fait qu'on est, en fait, on est les seuls à faire du Black Master Batch, là, comme ça, là, dans le... Vous êtes à peu près les seuls là-dedans, là. Exactement. Vous êtes hyper spécialisés, là. Oui, c'est ça. Là, vous avez combien d'employés qui travaillent en ce moment à Iberville? Présentement, on est 47. Fait qu'on compte, avec l'ouverture du 4e chiffre, monter environ à 60 employés. Et les employés, ils font quoi? C'est quoi leur titre d'emploi ou leur spécialité? C'est quoi les corps de métier qu'on retrouve dans votre usine? En fait, il y a tout le staff pour l'administration. Il y a aussi, vraiment sur les lignes de production, on a des opérateurs qui opèrent. On a 2 lignes de production. Donc, on a un opérateur qui opère la ligne. Fait que lui, il s'occupe, c'est tout informatisé. Fait qu'il s'occupe de contrôler la ligne, tous les paramètres, les températures, les pressions pour l'extrusion, etc. On a aussi des aides opérateurs. C'est eux autres qui font les mélanges. C'est-à-dire, on a un aide opérateur pour le noir de carbone. Fait que lui, il s'occupe de décharger le noir, d'alimenter le système. Pour le plastique recyclé, bien, on a un autre aide opérateur qui s'occupe vraiment de recevoir. On reçoit ça en boîte de carton, environ 1 mètre cube. Puis on décharge ça. Fait qu'on fait des mélanges. Fait qu'on c'est du plastique recyclé. Fait que c'est comme mis dans des silos. C'est brassé pour homogénéiser là, vraiment tout le plastique. Puis ça, c'est envoyé par la suite sur les lignes de production. Fait qu'on a d'autres types d'ouverture aussi au laboratoire. Fait que le produit, on le teste. Okay, fait qu'il y a différents tests spécialisés qu'on fait sur ces produits-là pour s'assurer qu'on rencontre les spécifications des clients. Fait qu'entre autres, pour faire nos nouveaux produits, bien là, on a investi cette année environ $1,5 million pour moderniser le laboratoire pour être capable de faire les nouveaux tests sur les nouveaux produits. Il y a aussi, on a des électromécaniciens qui s'occupent là, de troubleshooter. Là, quand on a des bris ou des ajustements à faire, bien, on a un électromécanicien là, qui s'occupe de ça. OK. Mais ça roule, comme vous dites, presque 24 heures sur 24. Puis là, avec l'ajout du 4e quart de travail, ça va rouler à plein régime, là. Exactement. Et après ça, c'est quoi, comme on dit, la prochaine étape? Je veux dire, si ça ne suffit pas, il faut quoi? Il faut agrandir? Peut-être. Ça, on en parle, on en rêve, là, qu'un jour, on va rajouter une 3e ligne. Ça n'arrivera pas tout de suite. Vraiment, il faut y aller en étapes. Donc, on va passer cette étape-là, puis voir après la demande, si ça continue, bien, il va y avoir des choses qui vont être considérées, là. Et pour Cabot Corporation, est-ce qu'il y a un avantage stratégique d'être physiquement présent sur la rive sud de Montréal, proche des États-Unis? Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, le fait que l'usine soit à Iberville, ça a un avantage stratégique pour la compagnie? En fait, chez Cabot, il n'y avait pas d'usine qui fait du plastique noir en Amérique du Nord avant l'acquisition. Donc, ces produits-là, ils étaient importés de l'Europe. Je comprends. En achetant TechBlend, Cabot, ben, ils ont mis comme un pied en Amérique du Nord pour vraiment produire, utiliser le noir de carbone qui est généré par les usines de Cabot en Amérique du Nord, puis vraiment de distribuer le produit sur le marché directement. Et le plastique recyclé, dans le fond, que vous recevez, là, il arrive d'où? Puis, j'essaie de faire une image, mais les gens recyclent puis mettent des trucs dans le recyclage aux 2 semaines. Là. Exact. Aux semaines, peu importe. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est des bouteilles de détergent? C'est quoi le plastique que vous recevez?
En fait, quand les recyclages... En fait, on utilise du plastique, ça peut venir de tout alentour de l'usine. La collecte sélective là, que les villes font. Puis il y en a aussi qui viennent des États-Unis. Là. Fait que quand ça va dans les centres de tri, bien, c'est trié en fonction du type de plastique. OK. Puis fait que nous autres, quand on reçoit ça, bien, il faut checker, il faut vérifier, là, voir est-ce que c'est le bon plastique. Bien, c'est ça. Vous, c'est lequel que vous prenez là-dedans? C'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un En truc fait, c'est particulier? des types de... Ça peut être du polypropylène, ça peut être du polyéthylène, ça peut être toutes sortes. Il y a une variété de plastiques là, que les recycleurs, eux autres, ils trient tout ça là, en fonction des besoins de ceux qui, comme notre usine, là, qui utilisent ce papier-là. Fait que nous autres, on est très, très fiers là, de faire partie de la chaîne de recyclage. C'est ça qui est gênant, parce que des fois, comme citoyen, tu mets ça, puis tu ne sais pas trop finalement ce que ça va. Et là, c'est intéressant de voir que à l'autre bout, c'est utile, ça sert, ça fait de quoi? Puis, oui, c'est du développement durable. Là, le plastique, on y donne une deuxième vie en faisant notre produit. Fait que c'est utilisé vraiment pour faire des choses là, qui sont très utiles, qu'on voit partout dans la vie. Là. Bon, bien, bravo à vous, félicitations, bonne chance pour la suite. Puis le 4e quart de travail, vous pensez l'ouvrir quand? En fait, l'embauche est déjà commencée. OK, fait que, quiconque qui a une bonne attitude, qui veut travailler, qui aime ça travailler, puis avoir du fun, là, c'est vraiment dans notre usine qu'il faut appliquer. Fait que c'est ouvert dès maintenant. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. N'oubliez pas que depuis le 16 avril, le stationnement hors rue à Saint-Jean-sur-Richelieu est redevenu payant. Et quand on parle de stationnement hors rue, on parle du stationnement à côté de la Trinquette, Cinéma Capitole, ou encore celui à côté du Nautique, toujours ici dans le Vieux-Saint-Jean. Donc ça, depuis le 16 avril, c'est redevenu payant. Il faut mettre des sous dans l'eurodateur. À demain. Bye-bye.